Ouais. Oui. Bon, on va Allez, peut-être attendre une Ouais. minute que les Oui. gens rentrent. Bon, je vais faire le mot, ouais. Tu me dis quand... Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va attendre quelques secondes que les derniers inscrits et les derniers retardataires se joignent à nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Pour répondre, vous avez la barre de chat à la droite de votre écran, normalement, et vous pouvez déjà communiquer avec nous et bien entendu déjà nous poser des questions. Parfait. Parfait. Super, Merci super. André, merci Mathilde, merci David. Nickel. 51 en ligne. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Parfait, super. Donc là, on a un panel de gens qui est réparti dans toute la France, c'est ça? N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous êtes basés. On voit un peu géographiquement où se concentre, où vous vous concentrez et s'il y a concentration des acteurs autour de la grille. Toulouse, bien évidemment. Ah, c'est pour Mairie, ça. Vous ne serez pas seul. Toulouse encore, et allez, Orléans. Ah, Orléans. Tiens, super. Maubourguet. Alors ça, voilà un bel exercice de géographie. Ça, c'est une colle. Ah ouais, alors, qui a fait ça au petit matin, comme ça? Maubourguet, allez. Quel département pour Maubourguet? Oh, il suffit de taper, remarque. C'était Bordeaux, super. Bordeaux Métropole, salut Bordeaux Métropole. Ravi de vous voir. Agen, Technopole. 65 pour Maubourguet. Rodez, Serge. On aurait pu faire le webinaire côte à côte, Serge. Je suis à Rodez, moi aussi. Super, un territoire agricole. 65, magnifique. Alors Nérac. Serge, il n'est pas trop tard pour aller chez Eric. Il est en bon adresse. Agrinov, Nérac, super. Charmant village, Nérac. Village classé, d'ailleurs. Si je ne dis pas de On ne va bêtises. pas tarder à commencer. On va attendre peut-être encore 1 à 2 minutes et on commencera à 35. Super. Donc, vous avez déjà bien appréhendé le chat. Chat qui va vous permettre aussi, au cours de ce webinaire, de nous poser des questions tout au long du webinaire. Alors, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, à toutes vos questions durant ce webinaire-là. Par contre, on va s'assurer avec Meryl et Eric de considérer toutes les questions et de revenir vers vous potentiellement après le webinaire pour y répondre de la meilleure manière qu'il soit, que ce soit des questions de fiscalité, de comptabilité, des questions scientifiques également. Je soupçonne que les mailings ont bien fonctionné. Je vois quand même Bordeaux Métropole, je vois BSA, c'est les copains, ça. C'est chouette hein, de tous vous voir là, en tout cas. Super. Ok. Thomas, tu me dis... Allez, ouais, on va commencer. Ouais, bonjour, merci en tout cas pour ce petit tour de géographie avec vous là, ça fait toujours du bien de voyager au petit matin. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire financer et déployer l'IA agricole, comprendre les usages, les limites et les aides disponibles, co-organisé avec Aiming et Agri Sud-Ouest Innovation. Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité directe de la journée que nous avons organisée le 2 octobre à Montpellier. Alors, si vous étiez là, présent à ce moment-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça fera plaisir aussi de voir qu'on est vraiment dans un parcours d'accompagnement auprès des adhérents et des collaborateurs d'Aiming, où nous avions déjà commencé à explorer les enjeux très concrets de l'intelligence artificielle dans nos filières. Aujourd'hui, nous allons prolonger cette dynamique avec un objectif simple: illustrer comment l'IA s'intègre réellement dans les pratiques agricoles, ce qu'elle permet et surtout, grâce à Aiming, comment la financer efficacement. On verra qu'il y a des combos. Je leur laisserai la parole pour ça. Pour éclairer ces questions, nous avons la chance d'être accompagnés par des intervenants de grande qualité, avec Meryl Bécher, experte en financement de l'innovation chez Aiming, Thomas Yvain, responsable des marchés agronomie et agroalimentaire, toujours chez Aiming. Nous aurons le privilège d'avoir Serge Zaka,
agroclimatologue et PDG de Agroclimat 2050, et moi-même, donc directeur dynamique réseau et communication chez Agri Sud-Ouest Innovation. On aura également l'occasion de partager nos retours d'expérience au pôle s'il y a des questions qui sont posées. Thomas vous l'a fait savoir, posez vos questions dans le chat qui est sur votre droite de l'écran. Ces questions seront filtrées et nous pourrons ainsi y répondre. Merci à chacun d'entre eux et d'entre vous d'être présents. Merci à vous, participants, de l'intérêt que vous portez à ce sujet stratégique pour nos transitions et pour la compétitivité des filières. Je vous propose que nous entrions dans le vif du sujet avec Thomas, si je ne dis pas de bêtises, qui va démarrer la présentation. Merci à vous tous. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous tous de vous être rendus disponibles et d'être présents pour ce webinaire qui aura pour ambition effectivement de vous proposer une overview, de vous proposer un peu une vision d'ensemble de ce que peut proposer l'intelligence artificielle au sein de la filière agricole, comment l'intelligence artificielle peut répondre à certaines problématiques aujourd'hui qu'on voit sur la filière agricole. Alors, on a un temps contraint, on va essayer de passer 3 quarts d'heure ensemble, 3 quarts d'heure de qualité, je l'espère pour vous, en tout cas, ça le sera pour nous. Et je vous propose de suivre le sommaire suivant. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, par contre, on entend peu parler de la définition de l'intelligence artificielle. Donc, on se propose aussi avec Meryl de revenir très brièvement de ce qu'on entend par intelligence artificielle et de la distinction qu'on peut faire entre différentes branches de l'intelligence artificielle et lesquelles sont les plus utilisées, les plus usitées dans la chaîne de valeur agricole. Ensuite, avec Meryl, on reviendra plus précisément sur des applications qu'on a considérées comme applications phares de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans toute la chaîne de valeur du secteur agricole. On reviendra bien entendu sur qu'est-ce qu'on appelle, nous, chaîne de valeur du secteur agricole. On n'était pas forcément d'accord avec Eric, mais on a trouvé en tout cas un consensus et un terrain d'attente pour vous proposer cette clé de lecture qui ne vaut que pour ce webinaire-là, et vous aurez sans doute d'autres clés de lecture à nous proposer, notamment via le chat. Une fois qu'on aura fait ce tour des applications phares de l'intelligence artificielle ou IA dans le secteur agricole, on vous proposera de prendre un temps pour revenir sur les limites actuelles au déploiement de l'intelligence artificielle, limites plutôt sur le territoire français, bien qu'elles peuvent également être pertinentes à l'international, bien entendu. On espère également avoir l'intervention de Serge Jacquat. On va avoir un créneau dans l'agenda de Serge qui est relativement restreint. Normalement, il sera avec nous à partir de 10 heures pour expliquer son parcours, pour expliquer son activité et comment lui, il utilise au quotidien l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça lui permet de faire dans cette thématique d'agroclimatologie. Si vous ne savez pas ce qu'est l'agroclimatologie, il va tout vous expliquer et vous verrez, c'est passionnant. Et enfin, on finira sur le financement, ou plutôt les financements, comment financer aujourd'hui vos projets de recherche, vos projets d'innovation, mais également vos projets d'investissement en termes d'intelligence artificielle. Souvent, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais un outil pour réaliser quelque chose, que ce soit de nouvelles pratiques culturelles, que ce soit de la production, de développement, de la recherche. Voilà, un sommaire riche. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire-là et nous essaierons d'en prendre quelques-unes. Si ça vous va, je vais rentrer en apnée et je vais commencer tout de suite à vous expliciter ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui. On a souhaité vous repositionner finalement des définitions qui sont des définitions qui font consensus aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Juste pour faciliter aussi le discours, avec Meryl, on va à partir de maintenant utiliser le terme ou l'acronyme IA et pas intelligence artificielle. Sinon, je pense que ce webinaire va durer 3 heures. L'intelligence artificielle ou IA désigne des systèmes informatiques capables d'imiter des fonctions cognitives humaines. Donc, retenez bien ça, imitation de fonctions cognitives humaines telles que le raisonnement, la perception et la prise de décision. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'intelligence artificielle englobe les approches d'apprentissage automatique, les approches fondées sur la logique et les connaissances, et les approches statistiques, l'estimation bayésienne et les méthodes de recherche et d'optimisation. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est plus avancé? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, on peut tous se mettre d'accord sur ces définitions-là. Et au-delà des définitions de l'intelligence artificielle, si on parle de l'intelligence artificielle au service de la filière agricole, je pense qu'il est important d'avoir en tête la distinction qu'on peut faire entre deux branches au sein de l'intelligence artificielle. D'un côté, le machine learning, de l'autre, l'IA générative. Le machine learning consiste à développer des algorithmes permettant à des outils d'apprendre, donc des outils d'apprendre à partir de données sans que ces outils soient explicitement programmés. Une fois qu'on a finalement généré ces algorithmes, les outils vont identifier des patterns et vont faire des prédictions ou vont aider à la prise de décision. Et ces prédictions sont toujours basées sur des modèles statistiques. Et généralement, la technologie machine learning va permettre d'améliorer en automatique ses propres performances en étant confronté à de nouveaux jeux de données ou en étant confronté à ce retour d'expérience. Donc ça, c'est le machine learning. De l'autre côté, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui le plus en lumière, notamment dans les médias, c'est l'IA générative, ce qu'on appelle l'IA générative. Et elle, à l'inverse du machine learning, l'IA générative vise à créer de nouveaux contenus, que ce soit des contenus texte, des contenus vidéo, des contenus images, des contenus son et pas son. Donc, l'IA générative ne se contente pas, elle, d'analyser ou de classer de données existantes comme peut le faire le machine learning. Elle va être en capacité de générer ses propres contenus en s'inspirant des données sur lesquelles elle a été entraînée. Aussi, l'IA générative, finalement, vise à imiter l'imagination et la créativité humaine, même si on a encore un peu d'avance là-dessus. Donc, on a bien la machine learning de côté et l'IA générative de l'autre. Et vous l'aurez compris, sur le secteur agricole, la branche de l'intelligence artificielle qui est le plus utilisée, qui est le plus déployé, c'est le machine learning. Une fois qu'on est d'accord sur ces définitions, en tout cas on est d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est assez dogmatique comme webinaire, mais en tout cas une fois que je vous ai présenté ces définitions-là, avec Meryl, on se propose de vous proposer un tour d'horizon des différents outils, des différents déploiements de l'intelligence artificielle au service du secteur agricole. On a décidé, pour des raisons aussi, pour illustrer nos propos et pour que ce soit plus fluide, de scinder la chaîne de valeur du secteur agricole en trois grands temps, en trois grandes étapes. La première étape, c'est la recherche amont. Ça va être tout ce qui est screening de molécules, notamment pour le développement de produits phytosanitaires, et la sélection variétale. Donc là, on est sur des TRL particulièrement bas, on est sur de la recherche vraiment expérimentale. Une fois qu'on a passé ce cadre de la recherche expérimentale, on passe en suivi de la production. Donc, on a semé, on va suivre la production, on va suivre ce qu'on a semé. Et là, on va pouvoir évoquer avec vous des thèmes comme l'agriculture de précision, les systèmes de suivi de culture, la gestion préventive et également curative du stress, qu'il soit biotique ou abiotique, et forcément la robotisation des cultures. Et enfin, on va aborder en fin de webinaire tout ce qui est transformation et commercialisation des produits et faire une ouverture sur l'industrie agroalimentaire. Donc, ces trois étapes-là vont finalement aiguiller nos propos durant ce webinaire-là. Je vous propose de commencer donc par la recherche vraiment amont, la recherche expérimentale, et comment l'intelligence artificielle aujourd'hui permet d'accélérer cette recherche-là en vous proposant quelques exemples. Alors, vous le verrez, les slides sont à chaque fois créés à peu près de la même façon. Vous aurez quelques informations sur des utilisations, je dirais, type de l'intelligence artificielle. Et on va vous donner aussi quelques logos de sociétés. On a essayé de mettre le plus de sociétés françaises qui font figure, en tout cas qui sont basées sur le territoire français, qui font figure de fleurons ou d'avant-gardistes dans le déploiement et dans la recherche d'outils basés sur l'intelligence artificielle. On ne pourra pas tous les citer. On se doute bien que ces listes-là et ces exemples ne sont pas exhaustives. N'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire il y a aussi telle entreprise, il y a aussi telle entreprise, je connais telle tendance, ça nous intéresse et ça peut intéresser aussi la communauté. Donc, c'est forcément des choix qu'on a dû faire avec Eric et Meryl. On assume nos choix, même si vous n'êtes pas d'accord. Et quoi qu'il arrive, vous aurez aussi les slides à l'issue de ce webinaire-là.
Ceci étant dit, l'IA au service de la sélection variétale. En fait, l'IA va permettre d'accélérer le temps de la recherche en simulant des plantes virtuelles afin d'optimiser les croisements et donc réduire le temps des essais en champ. Vous l'avez compris, l'analyse de milliers de données, qu'elles soient génomiques ou environnementales, via l'IA va permettre de prédire les meilleures combinaisons génétiques et quel que soit le facteur souhaité, quel que soit le facteur qu'il soit en termes de résistance aux maladies, en termes d'adaptation climatique, en termes de résilience à des stress biotiques ou abiotiques ou en termes de rendement. Donc, c'est vraiment une accélération de la recherche grâce à l'intelligence artificielle. Et au sein de cette thématique de la sélection variétale, on voulait faire un petit focus sur la technique qu'on appelle le phénotypage haut débit. Alors, derrière ce terme-là se cache finalement une technique qui permet de mesurer avec précision divers phénotypes, et ce à travers des technologies telles que l'imagerie, telles que la génomique ou la métabolimique. Et vous l'aurez compris, pareil, l'intelligence artificielle va permettre de traiter en automatique des milliers et des milliers de données qui sont collectées, et ce, afin d'orienter la sélection et d'anticiper les caractères des organismes qu'on souhaite créer. Et dans le cadre de ce phénotypage haut débit, vous pouvez vous mettre en relation avec la plateforme 4PMI de l'INRAE de Dijon, qui fait vraiment figure de fleuron à l'échelle internationale, puisque cette plateforme-là expérimentale permet de traiter plus de 1200 plantes par jour, ce qui est énorme. Pour ceux qui sont, je dirais, appétents quant au phénotypage haut débit. 1200 plantes, c'est énorme. Une fois qu'on a parlé de la sélection variétale, très rapidement, on peut également parler de l'intelligence artificielle au service de la production de semences. Là, pareil, l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer, d'optimiser le traitement de processus de tri des graines en identifiant de façon très précoce les graines qui ne répondent pas aux critères de qualité souhaités et en les excluant. Donc là, on a une accélération de ce processus-là via l'intelligence artificielle. On a parlé de la sélection variétale et du process de production de semences. On peut maintenant parler aussi de l'IA au service du screening de molécules et au service de développement et de la recherche de produits phytosanitaires et notamment les molécules qu'on sera à même d'utiliser demain dans les champs. Idem, même constat, l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer le temps de la recherche en passant finalement d'un dogme qui était on va tester de façon empirique énormément de milliers de composés de molécules. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir passer à une conception plus ciblée et plus virtuelle de molécules. Et je voulais m'arrêter avec vous quelques secondes sur un des projets de Bayer qui est réalisé en France, qui s'appelle le projet CropKey, projet très intéressant qui a pour vocation de caractériser une protéine spécifique à inhiber au sein d'un pathogène. Donc, le projet va caractériser ce qu'il faut inhiber au sein d'un pathogène, puis ensuite va identifier la molécule clé, d'où le nom CropKey, la molécule clé qui va permettre d'inhiber cette protéine au sein du pathogène. Et en fait, l'intelligence artificielle, dans le cadre de ce projet CropKey, va permettre, la modélisation en 3D des protéines, puis 2, va permettre de prédire finalement les performances des molécules, leurs performances inhibitrices par rapport à cette protéine. Donc, le projet CropKey de chez Bayer. Je n'ai pas cité RAGT, mais c'est forcément un fleuron aussi que vous connaissez tous en termes de sélection variétale. Et ils sont aussi très impliqués dans le déploiement de l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a parlé de cette recherche amont et l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur l'amélioration de cette recherche amont en sélection variétale ou en production de produits phytosanitaires, avec Meryl, on se proposait de faire un temps sur une filière d'excellence en termes de recherche, en termes de production, en termes de qualité sur le territoire français, qui est la filière vitiviniculture. Pourquoi? Parce que qui dit filière d'excellence, qui dit souvent une filière aussi avant-gardiste quant au déploiement de l'intelligence artificielle, au déploiement aussi de la robotisation ou de l'automatisation des cultures. Je pense que vous connaissez tous déjà des utilisations de l'intelligence artificielle au sein de cette filière. On ne va pas revenir dans les détails, mais une entreprise comme Vitibot et notamment son robot Bacchus
C'est finalement un robot et des tracteurs qui sont autonomes et qui sont équipés de capteurs couplés à l'intelligence artificielle qui permettent la gestion des parcelles et la réalisation de certains travaux en parcelles comme du désherbage, comme de la pulvérisation. Indépendamment de l'impact de l'intelligence artificielle sur le temps de travail en champ, donc un impact très fort pour la vie de nos viticulteurs, ça a aussi un impact sanitaire puisque via l'automatisation aussi, notamment des stades de pulvérisation, le viticulteur est moins en contact avec des produits, des intrants phytosanitaires, et donc c'est un impact sanitaire très fort. Donc l'intelligence artificielle a aussi un impact sanitaire finalement sur la vie de nos agriculteurs. Idem, l'IA va se mettre au service de la prévision des maladies, du suivi de la vigne, des drones et des capteurs reliés à l'intelligence artificielle, va permettre d'analyser en direct des images, va permettre d'analyser en direct des données environnementales, des données pédoclimatiques et anticiper de façon préventive des maladies qui peuvent apparaître en fonction de vos cépages. Là-dessus, on peut déjà citer des capteurs et des technologies chouettes, donc une PME française, mais également capteurs et applications Sentinelle d'Alcom. Pourquoi on a mis aussi Moët et Chandon, donc grande maison de Champagne? Parce qu'eux, ils ont investi massivement ces dernières années sur l'installation de portiques après vendange qui permettent de photographier chaque caisse de raisin. Donc, ils vont vendanger. Ensuite, chaque caisse de raisin va être photographiée à travers des portiques. Les images photographiées sont ensuite analysées via intelligence artificielle et ça permet d'identifier très précocement les grains qui sont abîmés ou les grains malades. Ensuite, chaque caisse se voit attribuer par intelligence artificielle un scoring, une note de qualité. Et ensuite, ces scores permettent d'orienter les palettes vers des lots qui sont homogènes en termes de qualité et ça permet d'accélérer et d'améliorer la composée des cuvées in fine chez Moët et Chandon. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis par Moët et Chandon sur toute cette technologie-là de portique associée à l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle se met également au service de la gestion de l'irrigation et de l'estimation de rendement. Donc là, très rapidement, on peut citer la société Deep Planet via une solution qu'on appelle Wind Signal qui va traiter des images, de l'imagerie satellite qui va être associée aussi à des capteurs en parcelle et va permettre en tout cas aux viticulteurs d'estimer leur rendement, de prédire leur rendement et également à côté de ça, de gérer leur irrigation. On a bien conscience qu'on va très vite sur toutes ces tendances-là, mais gardez en tête que la filière viticulture-viniculture déploie déjà assez massivement l'intelligence artificielle, que ce soit sur l'automatisation, la robotisation des process et le suivi des vignes, et notamment en termes de pathologie. Contre-pied de mon introduction, où je vous ai dit que le machine learning était la branche de l'intelligence artificielle la plus utilisée sur le secteur agricole. Contre-exemple, là, je vous ai mis une slide sur l'utilisation de l'IA générative, donc, qui va permettre de créer du contenu original, notamment sur la filière viticole. À la lecture de ces exemples, vous comprenez que l'IA générative va intervenir en bout de chaîne, vraiment en support des tâches administratives, des tâches commerciales, donc notamment sur les obligations déclaratives, notamment sur de l'étiquetage nutritionnel ou encore sur de la création de textes originaux à visée œnologique, donc à visée de promotion, de commercialisation des produits. Vous pouvez retrouver tous ces exemples-là sur les slides et bien entendu, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat. Ceci clôt le focus sur la filière viniculture-viticulture et on se propose ensuite de passer sur une autre filière d'excellence aussi pour le coup, la culture, plutôt les cultures céréalières et maraîchères. Et je vais laisser la parole à ma chère consoeur Meryl. Bonjour à tous, merci Thomas pour la transition du coup. Donc c'est ce que tu disais, outre dans la viticulture, on va également retrouver l'IA dans tout ce qui est culture maraîchère pour réaliser de l'agriculture de précision. Son déploiement conduit à des économies d'intrants de 20 à 30% via l'utilisation de deux technologies complémentaires, à la fois la télédétection par satellite ou drone et aussi l'analyse embarquée via des caméras ou capteurs par exemple. Pour n'en citer que deux dans ce scope-là, Bilberry et
ou EcoRobotics viennent transposer ces technologies de détection sur des machines agricoles. L'objectif étant d'optimiser la pulvérisation d'herbicides ou produits phytosanitaires pour finalement diminuer leur utilisation. Aussi, on note la technologie de Nutriscope de la société Sensing. Là, pour le coup, l'IA se déploie dans des outils portables. L'idée étant d'avoir un diagnostic instantané de l'état nutritionnel d'une plante au niveau individuel. Et enfin, pour en citer une dernière, l'entreprise Telespazio, elle vient développer des solutions de cartographie spatiale qui utilisent l'IA. L'objectif est d'analyser l'état des cultures et de suivre leur évolution sur de grandes échelles géographiques. Cette approche macro, elle permet d'identifier des zones à surveiller prioritairement sur des cultures. Pour la suite, du coup, on retrouve également l'IA dans tout ce qui va être automatisation des interventions avec la robotique agricole. Là, l'idée, c'est de transformer les données en actions concrètes sur le terrain, et cela dans différents domaines. On va avoir la récolte sélective, par exemple, le désherbage ciblé ou encore l'automatisation des tâches répétitives. Un bon exemple de ce type de développement, ça va être le projet GORT, qui est un projet qui est porté par un consortium à la fois d'universités et de 3 sociétés. Eux, ils travaillent sur la structuration d'un jeu de données et la conception de robots pour des transformations agroécologiques à grande échelle. Les robots, ils sont pilotés par du coup l'intelligence artificielle. Ils viennent automatiser les feuillages, par exemple la coupe et la récolte en s'adaptant aux produits cultivés. Cette approche modulaire, on va aussi la retrouver dans le projet STERS sur la slide de Rob Agri. Là, pour le coup, ils travaillent sur la cueillette automatisée. L'IA, elle vient traiter simultanément plusieurs critères et c'est là où c'est intéressant, à la fois la maturité, le calibre, la couleur, etc., l'état sanitaire. L'idée étant que, à la fin, on se décide de la récolte de chaque fruit, le moment le plus pertinent en fonction du jeu de données traité. Enfin, comme vous disiez Thomas tout à l'heure sur la chaîne de valeur, sur la partie logistique, transformation et industrie agroalimentaire, on a un gros travail sur la traçabilité des produits qui gagnent en précision et en automatisation grâce à l'IA, notamment via les plateformes AgroLedger et TraceFood qui vont proposer donc l'intelligence artificielle qui va être couplée à la blockchain. L'idée étant de suivre chaque étape du parcours des produits, ça s'inscrit dans la stratégie de la ferme à l'assiette et évidemment, ça vient renforcer la confiance des consommateurs. Et enfin, les entreprises de l'agroalimentaire, on le sait, c'est de véritables mines d'or en matière de données consommateurs. L'IA prédictive, là, elle vient aider dans l'analyse de données. Ça peut faciliter d'une part la formulation de nouveaux produits en garantissant la qualité et d'autre part en prédisant les ventes, par exemple, avec l'analyse des tendances. Je continue. Non, c'est bon. Merci Meryl. En fait, j'étais aussi attentif à l'arrivée de Serge ou pas. Je pense qu'il n'est pas encore arrivé, donc je vous propose de continuer. Effectivement, il nous restait encore une slide à évoquer avec vous sur les grandes tendances et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là, on voulait faire un focus sur l'industrie agroalimentaire. Et on va vous parler aussi d'une belle histoire qui nous a marqué aussi avec Eric. Quand on en a parlé en début de semaine. Alors, l'intelligence artificielle au niveau des industries est aujourd'hui largement déployée. Donc, fatalement, elle est également déployée au niveau des industries agroalimentaires. On va retrouver des grands noms que vous connaissez tous, tels que Nestlé ou tels que Andros, qui déploient déjà des systèmes et des outils basés sur l'intelligence artificielle. Andros sur de la maintenance prédictive. Donc là, l'IA va analyser en temps réel et en dynamique différents signaux faibles sur toute la chaîne de production en termes de vibration, en termes d'échauffement, de température, de consommation électrique pour venir intervenir sur leur outil productif avant que les pannes ne surviennent. Donc ça, on retrouve ça chez Andros, qui est aussi un joli logo qu'on aime beaucoup en France, en tout cas moi que mes enfants adorent. Côté Nestlé, eux également, fatalement, ils utilisent depuis quelques années déjà l'intelligence artificielle, notamment pour réaliser tout ce qui est contrôle qualité. Donc, on retrouve un parallèle avec ce qu'on a vu en début de webinaire avec le contrôle qualité de la graine. Là, effectivement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va venir aussi photographier en fin de chaîne de production les différents produits qui sortent pour regarder s'ils sont congruents, cohérents avec les standards de qualité de la marque. Et enfin, l'intelligence artificielle se met au service de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Meryl en a déjà parlé, notamment les technologies blockchain. Nous, on voulait faire un petit pas de côté
avec Meryl et avec Eric pour vous parler de la société Kicleo, qui est une start-up française, peut-être même PME aujourd'hui maintenant, qui a été créée juste avant la Covid et qui, elle, va utiliser l'intelligence artificielle associée à une caméra 3D pour analyser automatiquement les plateaux assiettes au niveau des cantines scolaires et au niveau des cantines entreprises. Donc, lorsque vous déposez vos plateaux, finalement, vous allez avoir une captation d'image au-dessus du plateau et l'intelligence artificielle va permettre de modéliser les restes, que ce soit en termes de quantité, mais en termes de qualité également. Est-ce qu'il y a plus ou moins de consommation de protéines, plus ou moins de consommation de légumineuses, etc., etc. Et in fine, va permettre une prise de décision ensuite du gestionnaire des cantines pour revoir les menus, pour réduire ou pas les quantités. Et ça a un impact très fort sur le gâchis alimentaire et ça a également un impact très fort économiquement et sur l'impact environnemental. Donc retenez bien aussi cette marque-là, ce logo-là, Kicleo. Et je vois que Serge, pile à l'heure, est connecté. Et normalement, il va pouvoir se joindre à nous. Serge, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es connecté? Je te vois connecté. Serge, est-ce que tu nous entends? Non. Bon, en tout cas, Serge, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Normalement, tu es là, tu es présent, mais tu n'as peut-être pas. Tu as peut-être un problème de micro et de caméra. Serge, est-ce que tu m'entends? Bon, il a un agenda très très pris. Normalement, il était. Peut-être le besoin de déclencher le micro. Entre deux déplacements, je vois que. Hop, normalement, il est en ligne. Lui dire de déclencher les micros en bas de l'écran, puisque tu sais, c'est pas automatique, il faut le faire soi-même. Après, on a l'impression qu'il prend le train, il fait online, offline. Ouais, c'est ça. C'est un peu le suspense. Est-ce qu'on aura Serge ou pas? Alors, restez avec nous. On l'a. Il n'est pas loin. Bon, en attendant Serge, je vous propose quand même de continuer ce webinaire-là. Toujours, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois une question de Christophe. Je voudrais revenir sur l'utilisation des solutions de machine learning pour les cas d'usage en viticulture et sur l'adoption de ces solutions par les utilisateurs finaux. A-t-on des données de marché? En fait, ça regroupe, pour la filière de la viticulture, en préparant ce webinaire-là, j'ai eu accès à quelques données, mais le problème, c'est que l'utilisation de machine learning et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la filière viticulture, viniculture, comme je voulais essayer de le montrer, en tout cas, il y a plein de cas d'usage différents en fonction aussi de la chaîne de valeur. Typiquement, lorsque vous utilisez un robot autonome, c'est un cas d'usage de l'intelligence artificielle, mais lorsque vous utilisez une IA générative, c'est aussi un cas d'usage. Normalement, Serge arrive. Donc, Christophe, j'essaierai de revenir vers vous après le webinaire et je vous donnerai des statistiques, celles que j'ai trouvées en tout cas, sur l'intelligence artificielle. Serge, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Oui. Vous m'entendez, vous? Oui, c'est parfait. Bonjour. Merci. Bonjour, désolé, ça a été un peu compliqué pour me connecter, hein, mais j'étais à l'heure. Hein, oui, non, mais oui, on a bien vu que vous étiez à l'heure. Merci beaucoup en tout cas de vous être connecté. Je sais que vous avez un agenda qui est très contraint, donc on va vous prendre le temps que vous pouvez nous consacrer. Voilà. Ah ben, moi, j'ai dégagé 1 heure, hein, mais je sais que ça ne prendra pas 1 heure. Hein, bon, parfait. On a 1 heure, avec Serge Jacquat. Pour resituer un peu le webinaire, Serge, on en a déjà parlé aussi avant le webinaire, et notamment avec Richard, mais on a déjà défini un peu ce qu'était l'intelligence artificielle, défini les 2 grands axes, l'IA générative et le machine learning. On a fait aussi une overview des tendances actuelles de l'IA au sein de la chaîne de valeur agricole, en faisant un focus sur plutôt la recherche
expérimentale, notamment avec la création variétale, etc. Ensuite, sur le suivi des cultures. Et on a fini sur l'IA au service plutôt de la production, de la transformation et de la commercialisation. Ouais, ok. Là, on voulait revenir avec vous, avec toi, sur 3 points. Peut-être le premier point pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peut-être te représenter rapidement et surtout représenter ton activité et ce qu'on entend par l'agroclimatologie. Je sais que nous, on est passionnés par ça au sein d'Emic parce qu'on a la chance de t'accompagner maintenant depuis quelques années. Donc, nous, on a accès à tes dossiers et à ce que tu fais, mais certains à ce webinaire-là n'ont pas accès à ton savoir et à ta création de recherche. Donc, voilà, je te laisse te présenter ton activité. Alors, je suis Serge Zaka. Alors, effectivement, oui, je suis accompagné par Aiming sur plusieurs dossiers, notamment le CIR et d'autres sujets. L'agroclimatologie, c'est la science qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors, elle va se différencier en 2 axes. Le premier axe, c'est l'agrométéo. En gros, l'impact de la météo sur l'agriculture, c'est le court terme. Ton agriculteur derrière, il va savoir, il y a du gel de prévu là dans la semaine. Est-ce que je dois mettre des bougies sur mes parcelles? Est-ce qu'il y a une canicule de prévu? Est-ce que je dois faire rentrer mes animaux d'élevage dans le bâtiment pour les protéger? Ça, c'est du court terme. C'est de la décision vraiment dans la semaine pour la production agricole en cours. Et l'agroclimatologie, là, c'est le long terme. C'est-à-dire que l'impact du climat sur l'agriculture, est-ce que j'aurai des kakis dans le centre de la France d'ici 2050? Est-ce que je dois investir dans des usines de pommes de terre au Danemark ou alors au nord de l'Allemagne? C'est vraiment des questions plutôt long terme qui sont plus d'ordre socio-économique et politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, c'est de la data, c'est de la modélisation et récemment, on a intégré l'intelligence artificielle dans nos réflexions pour soit accélérer notre travail ou soit même essayer d'innover. Il y a vraiment 2 axes, de l'accélération, de l'innovation. Je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. C'était finalement complètement le sens de ma deuxième question. Aujourd'hui, comment tu utilises l'intelligence artificielle dans tes projets de recherche? Alors, tu as déjà parlé et c'est cohérent avec les propos qu'on avait avec Meryl sur l'aspect d'accélération, de catalyseur de l'intelligence artificielle sur la recherche. Et là, tu as parlé d'un deuxième axe de création, finalement, de valeur. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin sur qu'est-ce que te permet de faire aujourd'hui l'intelligence artificielle de ce que tu ne pouvais pas faire il y a ne serait-ce que 4-5 ans? Alors, je vais aller vraiment du truc le plus basique au truc le plus complexe. OK? Donc, je commence. Moi, je fais beaucoup de rapports, en fait, sur l'aire de répartition des cultures, qui sont des rapports très complexes, parce que ça fait intervenir 11 paramètres agronomique pour comprendre pourquoi l'aire de répartition des cultures évolue, quel est le paramètre qui évolue, quel est le paramètre qui n'évolue pas. Enfin bref, c'est hyper complexe à rédiger et de qualité. Moi, j'aime bien faire des documents de qualité. C'est-à-dire que l'IA générative me permet de mettre, par exemple, la génération texte, de faire mes idées. Et pour vous donner un chiffre, tu as, par exemple, avant, je faisais à peu près 2 semaines pour écrire un rapport, ce qui est beaucoup. Et derrière, maintenant, je fais à peu près 3 jours. Donc, ça m'accélère, en fait, cette rédaction, cette compréhension, cette analyse. Bien sûr, l'analyse, elle vient de moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore complètement confiance sur l'agroclimatologie avec ChatGPT ou autre, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de l'agroclimatologie, donc il n'y a pas beaucoup de sources. Et voilà. Alors, un autre aspect, ça me permet de générer du texte intéressant aussi pour plein d'autres aspects. Bon, ça, c'est la génération de texte. Je trouve que ça reste basique comme étude, tu vois. Derrière, il y a des choses plus complexes. Par exemple, je vous prends une caméra et je la mets dans une étable. Vous allez me dire, bon, c'est une caméra qui va filmer des vaches. Ça vous paraît juste basique, au cas où il y a un voleur qui vient, au cas où il y a un animal qui rentre, de voir ce qui se passe. Voilà. Mais si je vous dis que cette caméra, elle est capable de détecter le mouvement des vaches pour savoir si elles sont en stress thermique, c'est-à-dire s'il fait trop chaud. Parce que la vache, quand il fait trop chaud, elle va avoir des mouvements plus réguliers ou alors elle va plutôt aller moins à l'auge pour aller manger aussi. Et tout ça, c'est détecté par caméra et ça vous dit, attention, il fait trop chaud dans l'étable, activez-moi les ventilateurs, les brumisateurs, juste au moment où les vaches commencent à avoir chaud. Tu vois, ça, c'est pas de l'IA de texte génératif, mais c'est hyper intéressant pour le bien-être animal. Tu as la même chose si je te prends les colliers connectés. Les vaches, elles ont des colliers connectés, un petit peu comme les montres qu'on a, nous, les humains. Et dans cette montre, chez nous, on a un accéléromètre. L'accéléromètre, il va détecter nos mouvements, nos pas, etc.
Pour les vaches, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elles ont un collier connecté et ça va détecter la rumination quand elles vont ruminer. Quand elles ruminent moins, c'est soit qu'elles sont malades, soit qu'elles ont mal, ou soit qu'elles ont trop chaud. Et donc, cette détection des différentes courbes de mouvement par l'intelligence artificielle permet d'envoyer par exemple des SMS automatiques. Attention, la vache au collier numéro 34 a une maladie ou alors il fait actuellement très chaud, elle a peut-être très chaud. Donc, pour le bien-être animal, veuillez faire attention à ce troupeau, activer peut-être les douches, l'eau ou alors le ventilateur. Je terminerai par ça, mais on peut vous dire qu'il y a plein d'exemples. Tu as par exemple la sélection génomique, il me semble que vous en avez parlé, de détecter les gènes, par exemple, qui permettent la résistance aux sécheresses ou aux canicules, ou les gènes qui te permettent de savoir ton port racinaire s'il va chercher l'eau en profondeur pour la résistance à la sécheresse. Tu as d'autres aspects, les images satellites, donc du big data qu'on peut avoir, et de détecter au sein de la parcelle, avec les données de rendement et les données d'image satellite et les données de sol, quelle partie de la parcelle on va plus fertiliser ou moins fertiliser par rapport à d'autres pour savoir, du coup, lesquelles poussent mieux dans la parcelle. Enfin, ça c'est vraiment de l'agriculture de précision. Et toutes ces données-là viennent, au début, on les analysait grâce à des codes, des algorithmes, voire des humains. Et en fait, l'intelligence artificielle le fait automatiquement maintenant pour nous. Et par exemple, les colliers connectés ou les caméras de détection de chaleur pour les animaux, ça, c'est hyper intéressant pour le bien-être animal. Et c'est plein de petites réflexions comme ça qui paraissent juste stupides, mais qui améliorent du coup le quotidien de l'agriculteur. Et je tiens à préciser que ça ne remplacera pas cependant l'agriculteur dans les décisions. On est tout à fait d'accord. Et c'est pas si stupide que ça, toutes ces petites décisions. En fait, tu fais encore le lien avec ma troisième question. J'ai même pas besoin de t'interroger. On voulait évoquer avec toi, et je voulais évoquer avec toi, et je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui sont à ce webinaire-là. Tu as commencé à gratter le sujet sur les limites de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, à tes yeux, quelles sont les limites du déploiement de l'intelligence artificielle? Alors, tu as déjà parlé des limites d'un point de vue, je dirais, scientifique, notamment lorsqu'on est sur une recherche de niche, comme tu peux l'être sur l'agroclimatologie, les limites aussi sur la pertinence des données. Est-ce que tu vois d'autres limites ou est-ce que tu peux aussi expliciter un peu plus ces limites-là que tu vois, et notamment en prenant l'exemple de l'agroclimatologie, ça peut nous intéresser. Ouais. Alors, je suis pas très conventionnel dans ma façon de parler. J'excuse si j'ai un langage un peu grossier parfois. Non, mais là, je vais être tout à fait naturel et je vais vous expliquer un peu les limites parce que je suis assez brut comme mec. L'homme a la capacité de faire des trucs hyper intelligents qui peuvent nous aider dans la médecine, dans le cancer, dans l'agriculture, dans le bien-être animal, dans l'environnement, dans plein de choses qui peuvent être intéressantes. Mais l'homme a la capacité de détourner aussi tous ces outils qu'il produit pour faire n'importe quoi. Si je prends les gaz à effet de serre de l'intelligence artificielle, parce que je rappelle que c'est comme une activité polluante, 95% des gaz à effet de serre, je donne un chiffre au hasard, mais c'est vraiment pour vous donner la proportion, quoi. Hein. 95% ou un très grand nombre des gaz à effet de serre faits par l'intelligence artificielle, c'est pour faire des vidéos de chatons sur Facebook et pour faire du porno sur Internet. Et c'est-à-dire qu'on est capable, nous, en tant qu'êtres humains, de se tirer une balle dans le pied quand on crée des choses intéressantes. Il faut savoir que les gaz à effet de serre émis, par exemple, sur l'analyse de cycles d'animaux ou de comportements d'animaux par caméra, c'est pas énorme en termes de gaz à effet de serre. C'est juste que c'est complètement masqué dans une masse de n'importe quoi sur Internet. L'intelligence artificielle est en train d'être détournée pour la désinformation. Et mon premier point, c'est de distinguer donc l'intelligence artificielle utilisée pour l'amélioration des conditions animales, l'amélioration végétale, et toutes les merdes qu'on trouve en gros sur Internet. On distingue ça déjà, premier point. Deuxième point, c'est de ne pas faire une fuite vers l'avant. C'est-à-dire que si on utilise l'intelligence artificielle pour me créer le meilleur OGM du monde, résistant à toutes les chaleurs, toutes les sécheresses, ce qu'on n'arrivera pas à faire entre nous, mais qu'en parallèle, on utilisera encore plus de pesticides, qu'on n'a pas fait attention au sol, que les paysages sont de plus en plus vierges, qu'il y a moins de haies, qu'il y a moins d'oiseaux et qu'il y a moins d'insectes, je veux dire, l'intelligence artificielle, là, n'est pas utilisée à bon escient. Par contre, si on utilise l'intelligence artificielle, encore une fois, pour améliorer la condition animale,
pour limiter les gaz à effet de serre, pour éventuellement travailler sur quelques variétés plus résistantes à certaines maladies ou sur les vaccins ou je ne sais quoi, là, c'est intéressant. Et c'est là où il faut faire attention entre le discours ambiant, l'intelligence artificielle, c'est mal, ça pollue, c'est pas bien, et comme, en fait, la réponse n'est pas là, c'est comment on l'utilise, à quelle finalité on l'utilise. Et le dernier point, et ça c'est valable pour l'agriculture, il faut faire attention à ce que l'intelligence artificielle ne fasse pas perdre au fil des années la notion de terroir, de sol, de microclimat qu'on a au Camembert, qu'on a dans les vins de Bourgogne, qu'on a dans le Bordelais, qu'on a dans le pruneau d'Agen. Enfin, vous savez, cette connaissance biologique, physique du terroir, et qu'on ne livre pas à l'intelligence artificielle la décision que doit prendre l'agriculteur. Si un agriculteur juge que l'intelligence artificielle lui donne une fausse information sur le risque de maladie sur sa parcelle ou sur le bien-être animal, il faut garder que l'agriculteur est le principal responsable de la décision. C'est-à-dire que quand on intègre l'intelligence artificielle dans des robots connectés qui prennent la décision à notre place, là, on perd la philosophie même qu'est l'agriculture française. Donc, ça doit rester un outil d'aide à la décision, ça ne doit pas être un outil qui prend la décision. Et c'est ça qui est différent. Donc, il y a plein de warnings. Et surtout que quand on a quelque chose de nouveau, on s'engouffre dedans un peu tête baissée et on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Donc, les warnings, on les découvre après. C'est un peu comme le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux. On l'a découvert 15 ans après. C'est comme les dangerosités de la désinformation sur Twitter. On l'a découvert 10 ans après. Et la législation est toujours en retard. Donc, c'est à nous, après, les utilisateurs, de savoir se mettre des barrières et que toutes les choses ne doivent pas prendre, les machines, pardon, ne doivent pas prendre les décisions à notre place sans non plus les mettre dans le placard parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit à la ramasse sur la scène internationale sur ces sujets de réflexion d'avenir. Merci Serge, hyper intéressant, hyper éclairant. Je vois que les limites liées notamment à une utilisation éthique de l'intelligence artificielle est aussi au cœur de ta réflexion. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, et en tout cas, moi, je te rejoins sur ces limites-là. Autre chose, et un point qui nous tient tous à cœur aussi, et on en parlait avant le webinaire avec Eric sur une utilisation éclairée de l'intelligence artificielle par les professionnels, quelle que soit la filière finalement, mais que l'intelligence artificielle ne peut pas se substituer à la prise de décision, et surtout lorsque la décision et la connaissance appartiennent encore à ces professionnels-là, dans une filière d'excellence qu'on peut avoir sur le territoire français. Merci. Ouais, je complète. Bonjour Serge, merci en tout cas d'être parmi nous. Vraiment sympa. Eric du pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc nous, on travaille sur la question et c'est pour ça qu'avec Aiming, on pousse aussi, on est dans la continuité d'un parcours autour de l'IA. L'IA, c'est aussi l'acronyme de intelligence agronomique. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur la notion de décision. Il faut avoir ça en tête quand on est dans... Enfin, je le partage en tout cas parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort véritablement, où aujourd'hui les écoles ont des enjeux majeurs là-dessus pour accompagner justement les futurs agronomes et les futurs agriculteurs à la compréhension de tout ça. Moi, je vais juste rajouter quelques chiffres par rapport à ce qu'on entend sur l'IA et qui vient abonder les propos. C'est que selon France Travail, 85% des métiers d'ici 2030 n'existent pas encore. D'ici 2027, alors je fais une lecture, hein, je regarde de côté, les métiers liés à l'IA et au machine learning devraient croître de 40%. En France, entre 2019 et 2024, les métiers augmentés par l'IA ont progressé de 252% et ceux automatisés de 223% selon un baromètre PwC 2025. C'est pour dire l'ampleur et l'accélération qui se passe autour de ce sujet-là et pour lesquels, en soi, il n'y a aucune peur à avoir puisque c'est nous qui créons cette intelligence artificielle et cette data. Par contre, il faut bien la comprendre, la maîtriser et toujours la réanalyser. Puisque là, on n'en parle pas, mais il y a aussi la notion d'interopérabilité. Dans les slides qu'on a vus précédemment, présentés par Meryl et Thomas, on a vu de nombreux acteurs très différents sur la chaîne de valeur, sur l'agro-chaîne, hein, de l'amont à l'aval. Et en fait, on sera encore plus intelligent si on arrive à coupler toutes ces données pour en faire quelque chose à valeur ajoutée qui permettront
du gain de temps, des économies, une meilleure une meilleure capacité opérationnelle de l'ensemble de nos acteurs. Et en tout cas, c'est vraiment tout ce que tu évoques dans la droite ligne de ce qui se passe à travers tous les ateliers, nous, que l'on peut voir avancer au sein du pôle. Serge, Eric, merci beaucoup. Serge, merci beaucoup pour ta participation. Vraiment. Avec désolé pour les problèmes de connexion. On te libère. Un grand merci et puis à très vite. À bientôt. Au revoir, Serge, merci. Merci beaucoup. Eric, pour ce webinaire-là, on avait normalement jusqu'à 10h15. Du fait de l'intervention de Serge aussi, il nous paraissait intéressant de laisser la parole libre à Serge. Et n'hésitez pas aussi à le suivre sur les réseaux. Il est éclairant, pertinent. Il poste beaucoup sur LinkedIn notamment. Donc, allez-y, vraiment. Les limites actuelles, on en a déjà un petit peu parlé avec Serge, avec Eric. Donc, je vous propose finalement de passer outre ces slides-là, vous les aurez et vous aurez le replay aussi. Finalement, on a déjà parlé de ces limites-là, les limites techniques où l'intelligence artificielle ne doit pas finalement se substituer à l'intelligence humaine et à l'intelligence agronomique dont parlait Eric, les limites territoriales et d'infrastructure. Là, on est plutôt sur du hardware. Se mettre en capacité que les agriculteurs aient accès aussi à des réseaux suffisamment robustes pour pouvoir déployer l'intelligence artificielle. Et les autres limites dont on a parlé déjà, limites économiques, ça a un coût, forcément, il faut l'anticiper. Limites liées à l'appropriation, là, c'est le risque humain, faire en sorte de pouvoir former les personnes qui vont déployer l'intelligence artificielle, pouvoir atténuer ce risque perçu et cette méfiance perçue vis-à-vis de l'intelligence artificielle pour se centrer sur la valeur ajoutée d'un point de vue agronomique. Et Serge en a parlé et ça me tient à cœur, les limites éthiques. Indépendamment des limites réglementaires, c'est qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on le fait. Toujours se poser des questions avant de déployer tout projet d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'un point de vue agroéconomique? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'un point de vue économique? Donc les limites éthiques, pour le moment, effectivement, pour toute révolution, je dirais, technologique et industrielle, on ne se les pose pas encore forcément, mais charge à nous de se les poser. Voilà, c'était une petite digression. Et je vous propose de finir en 5 minutes sur les leviers de financement au service de vos projets utilisant l'intelligence artificielle. Et je laisse la parole à Meryl. Merci Thomas. Effectivement, dans les slides suivantes, l'intérêt, c'est de vous montrer très macroscopiquement les différents leviers de financement, de ne pas forcément rentrer dans les détails. Vous aurez tous les détails des appels à projets, etc. disponibles aux différentes échelles. On voulait surtout, avec le pôle et Noémie, vous faire passer le message qu'il est hyper important d'avoir en tête un calendrier et l'ensemble des leviers de financement en fonction de l'avancée de votre projet pour justement activer au bon moment ces différents leviers et en fonction de la maturité des projets. Le projet, donc, il peut être financé dans chacune des étapes, je vais y arriver, de son développement. Les guichets disponibles, ils varient selon qu'il s'agisse de la recherche ou de l'innovation. Et finalement, c'est primordial d'anticiper une stratégie de financement adaptée au projet. C'est vraiment le message principal des différentes slides. On voit qu'à l'échelle nationale comme régionale, il existe plusieurs dispositifs qui viennent soutenir les enjeux d'innovation ou de recherche propres à votre secteur. Il existe très peu de programmes qui sont spécifiquement dédiés du coup à l'intégration de l'IA dans l'agriculture. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de nombreux guichets de financement plus larges qui peuvent accueillir vos projets qui comportent effectivement une composante IA ou numérique augmentée. Par exemple, si ce n'est pour en citer qu'un là sur du régional, l'appel à projet Parsada, donc en Pays de la Loire, qui vient accompagner des initiatives visant à réduire la dépendance des producteurs aux produits phytosanitaires qui peuvent effectivement intégrer une composante IA. Sur d'autres projets et d'autres programmes structurants, par exemple sur BPI ou dans le cadre du PNDR, il y a des dispositifs, toujours pareil, qui couvrent un large spectre de thématiques, à la fois la maturation technologique, l'expérimentation ou la modernisation des pratiques. Parmi eux, justement, figure un dispositif qui, cette fois, se positionne clairement à l'intersection et la complémentarité à la fois de l'IA et du secteur agricole.
c'est le cas du financement de prototypes de technologies agricoles innovantes. Ce projet, en fait, il vise à accompagner la réalisation de pré-séries industrielles de machines et d'équipements qui intègrent des technologies numériques avancées. L'objectif, finalement, c'est de vous accompagner dans l'accélération de la mise sur le marché de ces solutions. Et enfin, du coup, je passe un petit peu vite, mais sur tout ce qui est à l'échelle européenne, Horizon Europe, qui est déjà plutôt très très bien connu, est le principal programme pour soutenir la R&D, avec des appels à projets qui peuvent cibler l'alimentation, l'agriculture, l'environnement, ou encore les technologies numériques, le calcul et bien entendu l'intelligence artificielle. En fait, ces dispositifs ils permettent aux projets d'atteindre une dimension européenne, évidemment, et de bénéficier de soutien financier plus conséquent. Enfin, on a tout ce qui va être aide indirecte, donc les crédits d'impôt. Il y a le crédit d'impôt recherche, donc ça va être tout ce qui est activité de la recherche fondamentale au développement expérimental, dans le but de lever un verrou, donc il finance à 30% ces activités. Le crédit impôt innovation, il y a les précisions sur les slides, mais il cible, lui, spécifiquement les PME. Et l'idée, c'est de cibler des projets qui développent de nouveaux produits avec de meilleures performances. Le taux est plutôt aussi très intéressant, 20%. Et enfin, là aussi, où on voulait attirer votre attention, c'est sur une nouveauté en termes de crédit d'impôt depuis 2022. C'est le crédit d'impôt collaboratif. Ce dispositif, il vient encourager les partenariats avec la recherche publique, avec des taux majorés qui sont particulièrement intéressants pour les PME et les ETI. Et en revanche, pour être éligible, il faut confier vos dépenses à un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au RDC, comme par exemple l'INRAE qui en fait partie. Donc c'est un organisme qui est spécifiquement agréé par le ministère. Enfin, ça c'est très rapide, sans entrer dans le détail du calcul, on veut vous refaire passer le message dans le début de cette partie. Il faut surtout retenir que la bonne combinaison des aides mobilisées au bon moment va transformer complètement l'équation financière de votre projet. Par exemple, sur un investissement initial de 250 000 €, on peut transformer cela en reste à charge en seulement 81 500 €, ce qui fait 67% de financement public. La planification financière, et je le répète et je l'ai déjà dit, réfléchit, sécurise vraiment un projet et maximise la rentabilité et l'attractivité économique en anticipant, et c'est très important d'anticiper la stratégie de financement et les différents leviers qui existent et surtout au bon moment. Voilà, ça c'était vraiment les informations à faire passer sur cette partie-là. Les détails ensuite seront disponibles dans les slides. Merci beaucoup Meryl. Merci à toutes et tous. Cette session sur les financements, je l'avoue, rapide, vient clore ce webinaire-là qui a été riche. J'espère qu'il n'a pas généré trop de frustration chez vous. On a essayé de balayer effectivement et de vous proposer un tour d'horizon des possibilités et des possibles sans forcément rentrer dans tous les détails. On a des questions sur l'impact de l'intelligence artificielle pour la valorisation des coproduits, par exemple. Temps de regarder cette question-là pour y répondre après le webinaire. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de prendre des questions. N'hésitez pas à poser vos questions encore dans le chat. On y reviendra après le webinaire. Il y aura le replay aussi du webinaire si vous êtes passé à travers certaines informations. Nous vous remercions Agro Sud-Ouest Innovation Aiming pour votre participation. Je pense que c'était riche et notamment on a eu cette chance d'avoir Serge avec nous. Eric, est-ce que tu veux clore le webinaire avec un mot de la fin? Oui, alors déjà, vous remercier pour cet accompagnement. Moi, je note quand même qu'il est important de se rapprocher de structures comme la vôtre par rapport à la dernière slide sur les combos gagnants en matière d'accompagnement au financement. Et ça, si on ne se rapproche pas de vous, on peut passer à côté justement d'opportunités pour vos entreprises. Je vois aussi dans le chat donc les questions qui sont posées, dont celle, je suis preneur sur les fournisseurs de capteurs que vous avez abordés. Là encore, Aiming, bien sûr, est le pôle de compétitivité qui accueille de nombreuses entreprises sur ces technos-là. Dernièrement, le Challenge NegoSup et autres ont pu révéler de nouveaux acteurs. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous ou interroger Aiming qui nous interrogera aussi sur des compléments d'informations sur ces acteurs-là. N'hésitez pas à vous rapprocher des deux structures, quoi qu'il arrive, lorsqu'il s'agit de questions de financement de l'agriculture ou d'accompagnement sur vos projets, puisqu'on sera, nous, en tant que pôle de compétitivité, ravis de pouvoir aussi vous compter parmi nous et vous accompagner aux côtés d'Aiming. Et enfin,
Je donne une date à vous tous et vous toutes, le 26 et 27 mars prochain. C'est le printemps d'Agri Sud-Ouest Innovation où Aiming sera présent, bien évidemment. Ça se passe à Toulouse, l'espace Vanel. Je le rappelle, c'est ouvert à tous, pas seulement à l'écosystème d'Agri Sud-Ouest Innovation. Cette année, c'était 340 rendez-vous B2B en 3 heures. C'était 4 grandes conférences avec des grands témoins. Ça sera les 20 ans du pôle de compétitivité dont on aura à cœur de vous accueillir. Je m'arrêterai là. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, votre participation. On revient vers vous pour les questions qui ont été posées. Et merci encore une fois à Aiming pour cet éclairage et les financements, sur les financements, pour accompagner l'intelligence artificielle et la transition sur l'intelligence artificielle dans les entreprises. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.